Qu'est-ce 4 mois après? Que sont devenus les grands brûlés du camping espagnol? Le budget de la défense à l'Assemblée nationale, Yvon Bourges est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les émeutiers n'auront régné que 10 heures sur l'Iran. Ce matin, à l'aube, une chape de plomb est retombée sur Téhéran. Les chars ont quadrillé les rues de la capitale et des plus grandes villes. La loi martiale est plus que jamais appliquée et surtout, le pays a un nouveau gouvernement. En désignant ce matin comme Premier ministre le général Azari, chef d'état-major de l'armée, le Shah a fait un choix. On peut dire que ce soir, l'armée est au pouvoir en Iran. L'armée, cela veut dire dans un premier temps la censure. Un seul journal a paru aujourd'hui et les correspondants étrangers ont eu le plus grand mal à diffuser leur reportage. Édouard Laure vient tout de même d'y parvenir pour Antenne 2 il y a quelques minutes. Un discours de 8 minutes, retransmis sur toutes les radios. 8 minutes, coïncidence sans doute, 8 minutes, comme avaient duré 8 heures les terribles émeutes d'hier. Mais 8 minutes ne semblent pas avoir changé les sentiments de la population à Téhéran. Et Téhéran ce soir avec un gouvernement militaire, une capitale où sillonnent en permanence chars et patrouilles. J'ai rencontré cet après-midi un proche du palais du Shah qui m'a dit on ne pouvait rien faire d'autre. Jusqu'à hier soir, tard dans la nuit, le Shah a tenté de former un gouvernement d'unité nationale avec des membres de l'opposition. C'était impossible. On lui a ensuite fait comprendre que ce sont les soldats qui avaient refusé de tirer, contrairement aux ordres qui avaient été donnés. Et c'est donc cette nuit que la décision a été prise. Nommer un gouvernement militaire avec les généraux fidèles du roi, plutôt que d'accepter, dans quelques jours, le risque d'un coup d'État avec des généraux rebelles. Les mesures ont fait impression. La rue était presque déserte. Beaucoup plus en fait par les grèves générales qui s'enchaînent, essence, communication, transporteurs, etc. Et j'ai l'impression que c'est bien de ce côté, de celui de la population, que les choses vont se déclencher. Ce soir, il n'y a plus de pain dans les boulangeries. Une Iranienne m'a dit, demain, ce sera peut-être votre 1789. Alors dès la nouvelle connue, Bernard Benjamin s'est rendu à Naufle-le-Château, tout près de Paris, pour y rencontrer le chef religieux incontesté, l'ayatollah Khomeini. Pour lui, rien ne changeait, malgré les derniers développements de la situation. Il faut que le Shah s'en aille. Notre point de vue est extrêmement clair. Que le gouvernement iranien soit dirigé par un militaire ou par un civil ne change rien au soulèvement populaire en cours en Iran. Ce soulèvement a pour but de regagner la légitimité des masses religieuses iraniennes et jusqu'au départ du Shah, avec ou sans premier ministre militaire, ce soulèvement se poursuivra. Il y a quelques jours, vous déclariez que si la situation continuait à se dégrader en Iran, vous lanceriez un appel à la guerre civile. Est-ce que ce jour vous paraît arrivé aujourd'hui? Non, le moment n'est pas encore venu d'appeler à la lutte armée. Nous espérons qu'avec ce mouvement, nous parviendrons à obtenir le départ du Shah, mais si cette situation devait s'éterniser, alors nous repenserons notre action et nous déciderons ce qui sera nécessaire pour le bien de l'Iran. Voilà, avec toute l'équipe des reporters d'Antenne 2, nous allons maintenant essayer de décomposer le dossier de l'Iran en ce 6 novembre, pièce par pièce. Mais auparavant, laissez-moi vous dire que les troubles du week-end n'ont fait aucune victime parmi la colonie française en Iran. Je dis cela bien sûr pour les familles des quelques 7500 Français qui résident là-bas. Donc, première question à laquelle nous allons tenter de répondre en images. Comment a-t-on pu en arriver là? Quel a été le processus de dégradation, de décomposition de la situation depuis 10 mois? C'est ici, dans la ville sainte de Qom, qu'ont éclaté au mois de janvier 1978 les premières émeutes contre le Shah.
La police ouvre le feu contre les manifestants qui scandent le nom de l'ayatollah Khomeini, le chef spirituel des musulmans chiites, exilé par le Shah. Il y a une 60aine de tués. Désormais, l'Iran est pris dans l'engrenage de la violence. Le Shah doit faire face à deux oppositions. D'abord, les religieux, extrêmement écoutés par le peuple et qui sont outrés par le caractère sacrilège de la modernisation de la vie iranienne. Ils réclament le retour à la pureté de la loi islamique, au respect strict du Coran. Ensuite, les étudiants qui ont lancé leur propre mouvement. Ils exigent la fin de la répression, la libération des prisonniers politiques, des élections libres. Appuyés par les partis politiques clandestins, leur but est l'instauration d'une véritable démocratie en Iran. Les émeutes s'étendent bientôt au pays tout entier. Le bilan des morts et des blessés ne cesse de croître. À Tabriz, des cinémas et des banques sont incendiés, il y a 100 morts. Le Shah promet une libéralisation, mais les violences ne font qu'empirer. Loi martiale à Isfahan, blindée dans le bazar de Téhéran. Le Shah, acculé, doit encore céder, faire de nouvelles concessions. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Pour les libertés d'expression, liberté de manifestation, nous allons vous copier. Et c'est ma volonté, après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Avec le pluralisme politique. Oui. Oui. Mais j'ai aussi juré de sauvegarder notre Constitution et l'indépendance de mon pays. Mais aucune concession ne semble pouvoir mettre fin à la violence, si ce n'est le départ du Shah, la fin de la dynastie. Hier, c'est en scandant « Mort au Shah » que les manifestants, étudiants pour la plupart, se sont rendus maîtres de Téhéran pendant 10 heures. Des banques et des cinémas sont incendiés, les images du Shah arrachées et piétinées. Il y a plus de 100 000 manifestants qui s'en prennent à tout ce qui porte le nom du Shah, à tout ce qui symbolise la nouvelle moralité, à tout ce qui montre l'emprise étrangère. Pendant ce temps, l'armée est présente, mais n'intervient presque pas. Il y a même des tentatives de fraternisation entre émeutiers et militaires. Plus tard, l'armée se décidera enfin à venir rétablir le calme, comme si après avoir hésité, les militaires avaient finalement décidé de rester du côté du Shah. L'armée, c'est à présent la dernière carte du Shah d'Iran, mais elle est de taille. 400 000 hommes, dont il est le commandant suprême, la 5e puissance militaire du monde, la première pour le Moyen-Orient. Un véritable État dans l'État, où les officiers sont mutés tous les ans pour éviter toute tentative de putsch. 25% du budget de l'Iran est consacré aux dépenses militaires, et l'armée est l'enfant chéri du régime. Chaque année, l'Iran achète pour 45 milliards de francs d'armement aux États-Unis, qui entretiennent de leur côté plus de 10 000 conseillers militaires en Iran. L'armée iranienne, c'est surtout le gendarme du Golfe Persique. Elle est intervenue à quelques 2000 km de ses frontières pour mater une rébellion pro-communiste dans le sultanat d'Oman. Mais surtout, ses escorteurs rapides veillent sur la route des pétroliers. 60% du pétrole destiné à l'Europe passe en effet par ici, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Pour l'Occident, un changement de régime en Iran remettrait tout en cause. Par cette voie d'eau, l'Iran exporte en effet à lui seul 5 millions de barils par jour. De plus, l'Iran a 2000 km de frontières avec l'URSS et les régimes pro-soviétiques comme en Irak et en Afghanistan prennent de l'importance. Mais ni Moscou ni même Pékin ne souhaitent le renversement de la monarchie iranienne. En plein cœur des émeutes du mois d'août, Wako Feng prolongeait tranquillement de 3 jours sa visite officielle à Téhéran. Le Premier ministre chinois voulait ainsi témoigner son appui au souverain iranien. Car face à l'inconnu, les Chinois comme les Soviétiques ou les Américains préfèrent la stabilité. Voilà donc pour les répercussions internationales. Voyons maintenant les prolongements intérieurs de la nouvelle donne iranienne. Pour les analyser, nous avons essayé de dépasser les traditionnellement jugements
occidentaux et nous avons fait appel à un Iranien. Cet homme n'est pas un extrémiste, c'est un opposant, il a été longtemps en exil, mais le Shah l'a également souvent consulté. C'est un professeur d'université. Écoutez son analyse globale. Maintenant, il faudrait avoir le temps que, parallèlement à ce gouvernement militaire, il y ait une possibilité d'une vie politique et d'un dialogue politique. Et si maintenant l'opposition a ses réserves, que je comprends très bien, il faudrait qu'au moins des hommes modérés, comme des gens que je viens d'énumérer, Sandjabi, Amini, ces gens-là, ils puissent jouer un rôle, ils sont, et je suis sûr que si le roi fait un appel à eux, ils seront tout à fait disposés, sans aucune ambition personnelle, de jouer un rôle pour rétablir un climat de paix sociale et politique et retourner à une légalité constitutionnelle et finir avec toutes sortes d'arbitraires en Iran. Mais vous pensez que les émeutes de ces derniers jours peuvent se calmer parce que les militaires sont au pouvoir ou parce que le Shah a montré qu'il pouvait faire preuve d'une certaine libéralisation? Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais tout ça, quand même, ça fait réfléchir. Et je pense que nous sommes dans une situation nouvelle. L'attitude du Shah est tout à fait nouvelle. Et j'espère, je pense que nous arriverons, nous devons arriver. En tout cas, je ne peux pas enlever de ma tête l'idée que nous ne pouvons pas, nous, entre les Iraniens, nous entendre. C'est ce que le peuple iranien souhaite et qu'il a montré qu'il le souhaite. Il a montré qu'il n'accepte pas qu'au nom d'un bien-être quelconque, ou que même de l'amener au niveau des pays les plus développés du monde, qu'on lui impose un régime totalitaire. Et ça, il faut dire, il faut rendre hommage à ce peuple, malgré les excès de violence ou d'autres. Cette résistance, ce soulèvement que les chefs religieux, qui aussi, il faut leur rendre hommage, qui se sont fait, au fond, l'expression de ce mécontentement. Maintenant, ils n'ont pas, vous allez me dire qu'ils n'ont pas un programme politique. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard, de la part du Shah. Vous savez, c'est pas en français qu'on dit pour bien faire, c'est jamais trop tard. Nous pourrons davantage encore écouter ce témoin, M. Naraghi, dans la première partie de question de temps, tout à l'heure à 21h30. Puis ajoutons pour clore provisoirement ce dossier qu'on enregistrait aujourd'hui en Iran un net ralentissement de la production et de l'exportation de pétrole. Le deuxième développement de l'actualité à l'étranger nous emmène en Autriche vers un référendum dont les résultats doivent nous intéresser très directement. L'Autriche a en effet dit non hier à une courte majorité, mais elle a dit non au nucléaire. L'affaire est singulière. On avait déjà commencé à construire là-bas une seule centrale nucléaire. Le gouvernement a demandé aux habitants de l'ensemble du pays « en voulez-vous » et la réponse négative est à ce point brutale qu'elle représente une défaite pour le Parti socialiste au pouvoir et un revers personnel pour le chancelier Kreisky. Et puis surtout, un avertissement sérieux pour ceux qui, en Europe, veulent développer l'industrie nucléaire. Ce bâtiment gigantesque à une soixantaine de kilomètres de Vienne est une centrale nucléaire, la seule construite en Autriche. Elle ne fonctionnera pas. Consultés hier par référendum, les Autrichiens ont répondu non à sa mise en service et c'est la première fois au monde que l'acceptation ou le rejet de l'énergie atomique à usage civil est subordonné à la décision populaire. Le non au nucléaire ne l'a emporté que par un écart de 30 000 voix, mais cela suffit pour réduire à l'inutilité et rendre un peu ridicule aussi cette construction colossale dont on peut se demander à quoi désormais on pourrait bien la destiner. Cette ex-future centrale a coûté 8 milliards de shillings, soit 2 milliards 480 millions de francs. Le chancelier autrichien, M. Kreisky, qui samedi la visitait, devra d'abord décider qui paiera la note et imaginer ensuite une reconversion, à moins qu'elle ne reste en l'état. En attendant, sait-on jamais, des jours meilleurs. Alors le Berriot, c'est une nouvelle qui mérite réflexion sur le référendum et sur la manière dont on te l'utilise. Oui, parce que d'abord, M. Kreisky a fait ce référendum, à mon avis, un peu tard. Parce que la centrale, comme on vient de le voir, est construite. Alors, est-ce qu'il a voulu avoir, après coup, la bénédiction de son peuple? Manifestement, c'est raté. Ensuite, on peut se demander si le référendum est un bon moyen. Dans ce cas de figure, il apparaît que cette centrale a été un bon prétexte pour les opposants, notamment les démocrates chrétiens et les libéraux, de mettre en difficulté le gouvernement socialiste de M. Kreisky. De même, si on regarde un peu les référendums qui se passent aux États-Unis, notamment à propos de l'impôt, on voit qu'ils favorisent davantage les catégories de gens plutôt privilégiés et les conservateurs.
Alors, on peut se demander si le référendum est un bon moyen pour la démocratie, utilisé dans ce cas de figure et utilisé par ce moyen-là. Et vous êtes contre le principe du référendum? Alors, non, mais il ne faut pas que le référendum soit un alibi. Il faut d'abord largement, patiemment informer la population et par tous les moyens. La télévision, le Parlement, des débats publics, partout, il ne faut pas en avoir peur. Et puis, essayer d'organiser un référendum, je dirais à froid. Mais à froid, est-ce possible? Alors précisément en France, vous êtes membre de la commission Veil sur l'information sur l'électronucléaire, c'est-à-dire vous êtes chargé de nous informer à propos du nucléaire précisément. On ne vous a pas trop entendu parler depuis quelques mois. Eh bien écoutez, c'est à Mme Veil de répondre normalement, mais je peux vous dire qu'avant la fin de l'année, parce que ces travaux-là sont quand même très sérieux, on ne peut pas dire n'importe quoi, mais avant la fin de l'année, les informations qui jusqu'alors étaient secrètes, et une bonne partie de ces informations devront être publiées. Mais ça n'est qu'un pas, il faudra aller beaucoup plus loin. À l'étranger, toujours cette nouvelle qui nous vient d'Italie et qui est vraiment insolite. Le parti radical là-bas est tellement divisé qu'il s'est donné pour nouveau secrétaire général un Français et qui de surcroît s'appelle Fabre, mais pas Robert, Jean. Jean Fabre a 31 ans et c'est un insoumis. Il n'a donc pas le droit de se représenter à la frontière française. Je dois dire quand même que le parti radical en Italie est un parti plus extrémiste que le parti radical en France. Et puis à nouveau des nouvelles fraîches pour les New-Yorkais. Les deux quotidiens en grève depuis 3 mois ont reparu. Le New York Times et le Daily News sont vraiment arrachés dans les kiosques ce matin. Leurs lecteurs pourront prendre connaissance des 3 événements de politique internationale qu'Antenne 2 vous offre maintenant en images. Réception aujourd'hui à l'Elysée du numéro 2 éthiopien, le colonel Berhanour Baya. Au centre des entretiens, la coopération économique entre la France et l'Éthiopie et les problèmes de la Corne de l'Afrique. L'idée de la réunion d'une conférence de tous les États de la région proposée par Valéry Giscard d'Estaing a été de nouveau évoquée. Le colonel Mengistu y réserverait un accueil favorable. Échec pour les pays du Front de la Fermeté à la conférence de Bagdad qui s'est terminée hier soir. Ils n'ont réussi à obtenir ni la condamnation de l'Égypte, ni celle des accords de Camp David. En revanche, la conférence a décidé la suspension de l'appartenance de l'Égypte à la Ligue arabe, le transfert du siège de la Ligue du Caire à une autre capitale arabe. Indira Gandhi monte à l'assaut du gouvernement d'Ossai et de ses ennemis politiques. L'ancien Premier ministre battu en 1977 s'est présenté aux élections dans un État du sud de l'Inde. Sa victoire, qui semble d'ores et déjà acquise, devrait consacrer définitivement le retour de Mme Gandhi sur la scène politique indienne. Les affaires françaises maintenant, avec tout d'abord un point sur les grèves. La situation redevient normale dans les ports et dans une moindre mesure à la SNCF. Elle devrait l'être complètement demain. Pas de perturbation non plus à la télévision, ni dans les PTT, malgré une grève au centre de tri de Paris-Brune. En revanche, quelques petits problèmes dans le trafic routier. Les chauffeurs poids lourds de Force ouvrière avaient, en certains points du territoire, ralenti la circulation pour défendre leurs revendications. Et quant aux employés de l'aéroport de Paris, ils seront demain en grève. Ça ne concerne pas les aiguilleurs du ciel. En matière politique maintenant, risque d'éclatement au sein du CRS, c'est-à-dire au sein de l'une des tendances du Parti socialiste. Le numéro 1, Jean-Pierre Chevènement, a reproché à certains de ses amis, dont le député Christian Pierret, de partager les idées de ceux que le CRS combat de tout temps. Les suites du voyage de Raymond Barre à La Réunion. La lettre de la Nation, c'est-à-dire le quotidien du RPR, se demande si le Premier ministre ne s'est pas livré là-bas à une opération de division de la majorité, allusion aux propos de Raymond Barre sur la pêche aux moules et la pêche aux voix. Et pourtant, quittant l'île, le Premier ministre avait rendu un hommage remarqué à l'action de Michel Debré. Enfin, sur mon bureau, un volumineux rapport signé d'un sénateur, ancien ministre, Edgar Pisani, sur les équilibres extérieurs de la France. Rapport intéressant parce qu'il marque, je crois, un effort important d'information de la part des sénateurs. Chacun peut se le procurer. J'en ai extrait cette phrase: la France est faible sur le marché international à cause de la faiblesse de ses salaires. Une phrase un petit peu paradoxale que Edgar Pisani nous explicitera dans notre dernier journal. Et puisque nous parlons des travaux parlementaires, début demain de la discussion du plus gros des budgets, celui de la défense. Avec nous sur ce plateau Yvon Bourges, le ministre concerné. Je crois que les députés accueilleront bien le 6e sous-marin que vous leur avez promis il y a 2 mois. En revanche, ils vous critiqueront dans les retards que l'on constate dans la livraison en armement de l'armée française. On dit que le fusil d'assaut n'est toujours pas en service, que plusieurs bâtiments de la Marine nationale sont un peu vieillots, que tout ça, il faudrait le changer plus rapidement que vous ne le faites. Eh bien, je crois que l'on peut dire qu'il y avait une loi de programmation votée en 1976. Elle a prévu des programmes d'armement et je crois très sincèrement qu'ils sont réalisés.
Vous avez donné quelques points. Le fusil d'assaut, il n'est pas en retard par rapport aux prévisions. C'est en 1975 qu'il a été décidé. Il fallait le mettre au point, il fallait aussi construire les machines pour pouvoir le fabriquer industriellement. Cela demande du temps. Il entrera en service dans l'armée en 1979. C'est l'année prochaine que les premiers milliers de fusils seront livrés. C'est ce qui était prévu. Pour la marine, un retard est évidemment accumulé dans la mesure où on ne fait pas une flotte en quelques années. Mais ce que je peux dire, c'est que la marine a déjà bénéficié de plus de crédits que ne prévoyait même la loi de programmation, parce que nous avons justement le souci de pouvoir rattraper ce retard. Le président de la République à Brest au mois de novembre dernier a décidé qu'un plan serait établi. Ce plan a été discuté et adopté en Conseil de défense au mois de juin prochain, et à l'heure actuelle, il y a 25 navires de guerre en construction dans les arsenaux. Alors les députés de la Commission de la Défense reprochent aussi à l'industrie française pour l'armement de travailler surtout pour l'exportation et donc de ne pas toujours être bien adaptée aux besoins de l'armée française. C'est un reproche qui est très variable suivant les industries. Il est évident que nous avons une capacité industrielle qui est très supérieure à la satisfaction des seuls besoins de nos armées. Prenez par exemple l'industrie aéronautique, c'est bien évident. Et il faut évidemment que notre industrie trouve des débouchés à l'extérieur, parce que les seuls besoins de notre armée sont supérieurs à son potentiel, à leur capacité. Ceci dit, ça ne veut pas dire que nous vendons à tout prix, à n'importe quelle condition. La politique de la France n'est pas la politique de vente d'armes. Monsieur le ministre, parlons un petit peu du Larzac. Nous avons diffusé un reportage récemment sur le Larzac, alors que l'opinion française, 8 ans après, s'accroche avec toujours autant de vigueur à ce problème. Est-ce que vous ne pensez pas que l'armée pourrait un petit peu reconsidérer sa position dans un siècle de sous-marins nucléaires, de fusées? Est-ce que vraiment vous avez besoin de ces hectares de terre? Mais n'est-ce pas, nous ne pouvons pas avoir une défense qui soit basée uniquement sur la possession de l'arme nucléaire. Ce serait la politique du tout ou rien, et en réalité, elle est peu crédible. Il faut par conséquent éviter le contournement de l'arme nucléaire. Et par conséquent, il faut des forces en effet classiques, conventionnelles. Mais le Larzac, vous en avez un besoin vital? Une armée moderne est nécessairement une armée d'engins mécanisés, modernisés. Et nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays en Europe ont besoin de camps d'entraînement. Regardez donc par exemple l'armée allemande qui va s'entraîner au Canada, où elle transporte par avion ses militaires, faute de pouvoir disposer d'un territoire suffisant. Mais l'Allemagne est beaucoup plus petite que la France, et a surtout une densité très supérieure. Ça veut dire que vous n'allez pas considérer votre position? Mais ça veut dire que le camp du Larzac a été décidé par le gouvernement parce qu'il répondait à un besoin. Alors la question qui se pose à propos de ce camp est de savoir quelle est la perturbation qu'il apporte aux populations de la région, qui, je le rappelle, l'ont réclamé pendant des années avant que le gouvernement, il y a déjà 7 ans, prenne la décision de le réaliser. Un camp militaire d'entraînement ne veut pas dire l'abomination de la désolation et que toute activité économique pourra disparaître. Et j'ai déjà indiqué par exemple que, puisqu'il s'agit essentiellement d'une région de pâturage, de brebis, pour la fabrication qui donne le lait pour le Roquefort, eh bien, en dehors des périodes d'entraînement, les troupeaux pourront continuer à paître paisiblement sur le camp du Larzac. Et les terres n'appartiendront plus aux paysans. Mais c'est une question de convention que nous pouvons mettre au point avec eux, et que nous d'ailleurs mettons au point. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 9000 hectares sur les 14 000 qui sont acquis. Et j'ajoute que nous avons implanté un régiment maintenant dans le camp du Larzac au mois de septembre dernier. Nous faisons quand même beaucoup de travaux. On apporte cette année plus de 20 millions de travaux à des entreprises locales. Ceci aussi est une contribution à l'économie régionale. Je crois qu'il faut la prendre en compte. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Los Alfaques, aujourd'hui, une simple borne sur la route Barcelone-Tarragone et puis toujours un camping. Hier, un drame atroce, plus de 200 morts, vous le savez, début juillet. Et je vous laissais à l'époque entendre que la plupart des grands brûlés n'avaient que peu de chances de survivre. Eh bien, par le miracle de la science, et le problème sera évoqué demain devant l'Académie de médecine, beaucoup de ces blessés vivent aujourd'hui, revivent. Le 11 juillet cette année, un camion chargé de 43 mètres cubes de propylène quitte la route qui borde le terrain de camping de Los Alfaques. Il explose, le nuage de propylène se répand. Alors le camping devient une fournaise. La température estivale passe à plus de 2000 degrés. Il y a 800 vacanciers sur le terrain. Parmi les blessés, une centaine de touristes français. Rapatriés dans différents hôpitaux, 72 mourront des suites de leur brûlure et il reste 4 mois et demi après ce drame, 19 survivants.
19 survivants grâce au progrès de la science. Nous avons l'exemple d'un grand brûlé qui a brûlé à 95% et brûlé profond de 3e degré, et qui a vécu plus de 2 mois. Ce qui est une chose qui n'était pas pensable autrefois. À quelle technique nouvelle peut-on attribuer cet état de choses? Les techniques, il n'y a pas de découverte essentielle, mais les centres de brûlés sont mieux équipés, on fait une meilleure prévention, les traitements de réanimation sont mieux faits. Ainsi, par exemple, il n'y a pas eu, ou il n'y a eu qu'un cas, à ma connaissance, de complications rénales. Si une pareille catastrophe se produisait en France, est-ce que nos équipements médicaux pourraient y faire face? Dans l'immédiat, ça poserait certainement des problèmes. Surtout dans les régions de vacances où il y a peu de centres de brûlés. Ainsi que sur toute la Côte d'Azur, il n'y a rien à Nice, il y a quelques lits à Toulon et il y a juste Marseille qui peut faire face à un nombre pas suffisant de brûlés. On n'arriverait pas à placer directement en centre de brûlés 200 brûlés. C'est un problème de lit. Il y a un problème de lit et puis il y a un problème de répartition de ces lits. Il y a le nombre de lits global, il y a à peu près 300, il y a à peu près un lit brûlé pour un peu plus de 300 000 habitants. Et c'est un peu juste, mais surtout ils ne sont pas très bien répartis. Cela dit, la réglementation de la circulation des produits dangereux en France est beaucoup plus sévère, beaucoup plus rigoureuse qu'en Espagne. Chronique judiciaire maintenant avec tout d'abord la suite du procès du prix Bride abattu. Après les jockeys, c'était aujourd'hui l'audition des parieurs, un peu trop chanceux. Les inculpés, car en fait ils n'étaient que des prête-noms, avaient tous sur leur bordereau les mêmes combinaisons de jeu à partir de la même base de 9 chevaux. C'est peut-être une erreur judiciaire. Un homme de 25 ans, ouvrier algérien, Youssef Kismoun, condamné au mois de mai 1977 par la cour d'assises de l'Oise à 20 ans de réclusion criminelle, observe actuellement une grève de la faim à l'hôpital de la prison de Fresnes et il clame son innocence. Il est accusé d'avoir assassiné à Creil, il y a 3 ans et demi, une femme de 73 ans. Mais il a toujours nié. Aujourd'hui, un comité de soutien, composé notamment de François Sagan, Guy Bedos, Simone Signoret, Yves Montand, Claude Mauriac et maître Gisèle Halimi, veut obtenir la libération de Youssef Kismoun et la révision de son procès. Car à bien y regarder, il semble que rien ne vienne confirmer la culpabilité de cet ouvrier algérien emprisonné maintenant. On a condamné un homme à 20 ans de réclusion, un homme qui auparavant n'avait jamais été condamné, n'avait jamais eu maille à faire avec la justice, qui est bien noté, qui a été arrêté 5 mois après le crime dans son usine, sur les lieux mêmes. Et on l'a condamné uniquement sur une dénonciation anonyme d'une indicatrice de police, donc elle n'était plus anonyme à un certain moment, et cette dénonciation a été immédiatement rétractée et il n'y a rien dans ce dossier. Il n'y a pas des empreintes, un aveu, un indice, une pièce de conviction. Je dirais même qu'on est devant un crime pratiquement sans mobile, puisqu'on l'a classé dans les crimes crapuleux. L'impression terrible de cette histoire, c'est que pendant le procès déjà, et aujourd'hui encore, tous ceux qui l'ont jugé et tous ceux qui le gardent en prison actuellement ont des plus grands doutes eux-mêmes. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune certitude. Et malgré tout, ils l'ont mis en prison et maintenant ils y laissent parce que la machine fonctionne comme ça et que c'est assez commode d'avoir un coupable. C'est pas commode, mais c'est comme ça. Il y a un innocent en prison, mais comme le coupable n'est pas arrêté, eh ben c'est très bien comme ça, tout le monde est content. Ben, nous ne sommes pas contents et surtout le pauvre Kismoun qui est vraiment en train de mourir. Alors c'est pour ça que c'est vraiment très 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 urgent. Il ne s'agit plus maintenant, et c'est une affaire d'heure. Oui, c'est une affaire d'heure, Claude Sérian, et pourtant il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, Patrick, il n'y a pas à proprement parler de faits nouveaux, pas de preuves, pas d'aveux supplémentaires. Il faudrait donc que le ministre de la Justice seul, et suivant en cela le Code de procédure pénale, prenne la décision de transmettre le dossier établi actuellement par une commission composée de 6 magistrats au procureur général de la Cour de cassation, qui lui-même saisirait alors la chambre criminelle, en réponse de cette commission, d'ici la fin du mois de décembre. Voilà pour l'aspect légal. Mais le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, peut également seul décider dès à présent la suspension de l'emprisonnement de Youssef Kismoun. C'est ce que lui demanderont prochainement les membres du comité animé par Claude Mauriac. Mais à l'hôpital de la prison de Fresnes, Youssef Kismoun fait la grève de la faim depuis 1 mois environ, avec apparemment la très ferme intention de ne pas céder. Alors, il resterait aussi la possibilité d'une grâce médicale présidentielle. Mais si celle-ci peut sortir Youssef Kismoun de prison, elle ne signifierait pas pour autant son innocence. Et une innocence qu'il paraît bien difficile, à l'examen attentif de son dossier, de lui contester.
Voilà, j'ai assez peu de temps simplement pour vous dire que pour la course transatlantique, la française transatlantique, eh bien tout le monde est reparti, à l'exception d'un abandon peut-être, on n'en est pas sûr, celui de Jean-Pierre Millet, qui est pour l'instant victime d'un accident de navigation et qui est revenu à Brest. Nous passons donc directement à la météo pour vous dire que 2 zones coupaient la France aujourd'hui, moitié nord, alternance d'éclaircies et de ciel nuageux, et moitié sud, un temps ensoleillé. Demain mardi, eh bien, le temps sera très nuageux, très brumeux et frais, avec des gelées sur le centre et le nord-est. Ailleurs, il restera ensoleillé et doux. Les rendez-vous de l'actualité sur Antenne 2 ce soir, 21h30, question de temps, thème principal de ce magazine présenté par Jean-Pierre Elkabbach, les enfants de Bogota. C'est un très beau reportage de Bernard Rapp et de Christian Héroux sur ces gosses de 5 à 14 ans qui vivent en marge de la société, que je vous conseille de regarder. Et puis en fin de programme, vers 23h10, les toutes dernières nouvelles que vous présentera Hervé Claude. Merci de votre fidélité, je vous souhaite à tous une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain. Au revoir.